Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous construisons, l'ensemble humain construit, depuis son origine, depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, des primates naturels pour devenir des primates culturels et devenir ce que l'humanité. Dès lors, on construit, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Et donc tout le chemin, le parcours de l'humanité conduit vers cet état de paradis. Alors, le paradis, ben, c'est simple, hein, c'est simple, tout le monde peut se l'imaginer, c'est un endroit de paix absolue, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète. Bon, on sait que cette planète, elle est un paradis potentiel, et que c'est l'homme qui, en évoluant de façon inconsciente, sans savoir ce qu'il fait, ce qu'il construit, eh bien, il utilise la guerre, la destruction également, en même temps que la coopération, l'entraide, etc. Et donc, il y a un côté un petit peu dangereux dans notre façon d'évoluer. On flirte souvent avec le pire. Là, on le voit, les menaces de fin du monde, de destruction atomique. Voilà, et il y a une partie de l'humanité assez inconsciente pour pouvoir même remettre en... Voilà, pouvoir amener l'humanité au bord du précipice. Mais à chaque fois, l'humanité en ressort et elle en ressort plus forte. Donc, voilà, le chemin, c'est celui-ci, selon moi. Nous construisons, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, nous construisons ce paradis. Voilà, alors je vais reprendre le cours de la réflexion autour de Platon, la République. La République de Platon, je ne connaissais pas, je découvre, et c'est proprement génial. Platon a tout compris, et puis là c'est expliqué par des gens, là c'est Nicolas Sachs, professeur à l'université de philosophie, chargé de recherche en philosophie, en Belgique. Et donc c'est des gens qui connaissent parfaitement l'œuvre de Platon et qui en comprennent toutes les subtilités. Et là on voit à quel point c'est intéressant avec Adèle Van Dreit qui pose des questions et qui... Voilà. Et on découvre vraiment l'intelligence et la créativité de Platon, qui fait dire à Socrate, en fait, que Socrate rêve d'une société en bonne santé, parfaite, et qui serait dans la maîtrise totalement des choses, dans au minimaliste, qui aurait besoin juste du strict minimum pour manger, pour se vêtir, pour se loger, pour... voilà, donc... quelque chose, ça pour lui c'est la société idéale. Et selon moi c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons vers ça. Mais il faut y aller, il faut une période de profusion, d'excès, de tout ce que nous vivons. C'est une logique. Nous vivons ça depuis 3-4 siècles peut-être en Occident et puis maintenant ça se répand un peu partout sur la planète. Mais ça disperse tout un tas de choses. Il y a des raisons certainement à ça, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est la maîtrise, c'est alors, mon Dieu, il parle de ça et c'est un terme que j'arrive pas... La modération, voilà. Comme c'est des termes que j'emploie jamais, j'ai du mal à les mémoriser. Donc c'est la modération. Et à côté de ça, il parle de la société telle qu'il la voit, Platon, etc., qui est une société malade. Et que faire pour la rendre en bonne santé? Alors donc, il donne des idées pour pouvoir l'amener à la bonne santé. Dans ces idées, il y a
l'éducation des gardiens pour les amener à être le mieux possible. Voilà. Donc, je lance l'audio et je commente éventuellement. Qu'on peut adresser à Platon avant de continuer la lecture, vidéo. Parce que le programme est chargé ce matin à Nicolas Sax, mais là c'est vraiment passionnant. Oui. Déjà, pourquoi Platon craint-il que l'être humain confonde l'essence et l'apparence? Au fond, c'est comme s'il ne lui faisait pas assez confiance. Ne sommes-nous pas tous dotés de suffisamment de raisonnement pour pouvoir les distinguer? C'est toujours l'argument un peu infantilisant qui est de dire ah mais voilà, si on lit trop ceci ou si on fait trop cela, on va se tromper. Mais non, évidemment que la société humaine on n'est pas apte à comprendre la différence entre l'apparence et l'essence. L'apparence, c'est ce qu'on croit être la réalité. On y mord complètement, et même les philosophes mordent là-dedans. Certains, voilà, quand on écoute les philosophes matérialistes actuels qui passent à la télé, bon, eh ben, il faut croire que ce qu'on voit, il y a que ce qui existe, qui est la réalité, et telle qu'elle est perçue. Et Platon dit c'est une illusion. Le monde, il est en dessous de ça. Il est au-dessus ou en dessous de ça. Il est différent. C'est le monde des idées. C'est le monde divin. Le monde divin, et c'est ça la réalité. Ce qu'on voit, tel que ça se présente, c'est une illusion. Et j'essaye de le démontrer sur mon site et sur les vidéos que vous pouvez lire. Écoutez, que Platon a raison. Évidemment, c'est une illusion. On doit y croire, on doit jouer le jeu de l'illusion, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il faut comprendre que c'est une illusion. Et ça, eh ben, il n'y a que les spirituels, les philosophes spirituels, les grands spirituels qui comprennent ça. Il n'y a que ceux qui font l'expérience de l'extase, et parce qu'à travers l'expérience de l'extase, on comprend que le monde tel qu'il est, on comprend la logique qu'on est en relation avec autre chose. Dans l'état d'extase, le cerveau ne réfléchit plus, on n'est plus dans la réflexion, on est dans la contemplation, et dans cette contemplation, le corps, le cerveau, ce que nous sommes, est en relation avec quelque chose de plus puissant qui est au-delà des apparences. Les apparences n'ont plus aucun intérêt. On est en relation, on est en fusion avec les particules élémentaires qui composent les choses et qui sont le divin en réalité. Les particules élémentaires invisibles et immatérielles, c'est ça qui compose la matière. Toute la matière est composée de ça, et c'est ça la réalité. La vraie réalité, elle est là. Et ça, c'est quelque chose on ne peut pas comprendre. Et là, on le voit avec la réflexion de Adèle Van Dreit. On voit bien que pour elle, la réalité, tout est là. Elle entend, elle comprend, elle connaît la théorie de Platon, du monde des idées, etc., tout ça. Mais pour elle, à mon sens, et comme pour beaucoup, même pour beaucoup de philosophes, pour elle, c'est de la rigolade, c'est perché, quoi, voilà. Sauf que c'est pas perché, c'est la réalité, c'est là que se situe la réalité. Et le monde matérialiste ne peut plus y accéder à ça. Donc il y a de moins en moins, en fait, de monde qui est lié à cette aptitude de croire ce que disent les religieux, ce que disent les grandes spiritualités, ce que disent les philosophes qui ont expérimenté l'extase, comme Platon, qui a compris, je pense, à travers une expérience, qu'il y a ce monde des idées. C'est pas farfelu, c'est pas juste, on voit l'intelligence de sa réflexion, c'est pas des farfelus, hein, c'est pas des plaisantins, les mecs. Et deuxièmement, il y a l'idée quand même que l'individu qui va lire Homère
puisqu'il avait quand même contre Homère, Platon dans ce texte, va perdre ce qui fait son identité. Il y a l'idée très surprenante et qui paraît anachronique, une sorte d'identité personnelle dans le texte, à laquelle l'art ou la fréquentation de l'art nous ferait renoncer. Ces deux objections, me semble-t-il, tiennent dans ce texte. Qu'en pensez-vous, Nicolas Sachs? Oui, alors c'est vrai que on pourrait avoir cette impression-là, mais il faut pas sous-estimer le pouvoir des apparences. Comme on va le voir plus tard dans le livre, mais déjà, les apparences sont ce dans quoi on est. Quand on est enfant, on est dans un monde d'apparences dans lesquelles on est sous l'emprise. Et donc, c'est pas facile de se dégager de ces apparences. Donc, c'est peut-être pour ça que Platon ne fait pas complètement confiance, disons, aux lecteurs et aux citoyens. Parce que l'arrachement et l'arrachement au rêve que sont les apparences autour de nous, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais c'est quoi les apparences, par exemple? Alors, il n'y a pas de cinéma. Enfin, il y a l'allégorie de la caverne montre qu'on n'est pas très loin du cinéma. Mais c'est quoi l'apparence du monde réel? C'est là où on voit que l'incompréhension d'Adèle van Wreyt. C'est tellement logique, et même après l'explication, ça, je pense pas qu'elle puisse rentrer là-dedans. Si on ne fait pas l'expérience de l'extase, on ne comprend pas ce que veut dire Platon. À mon sens, on peut, ou alors il faut être immergé dans l'œuvre de Platon comme ce professeur de philosophie qui en a compris tous les rouages. Alors peut-être qu'il n'a pas eu besoin d'expérimenter l'extase pour ressentir ce qui est dit là derrière. Mais sinon on ne peut pas comprendre cette chose-là. Apparence du monde réel. Alors, c'est l'idée qu'en fait on croit que ce qui nous apparaît est la chose réelle. Alors pourquoi c'est pas le cas? Alors, donc Platon donne plusieurs exemples. Un de ces exemples classiques, c'est que les choses qui nous apparaissent sont toujours les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais aussi ne le sont pas. Par exemple, vous avez un ami qui se montre très juste à votre égard. Et puis, plus tard dans sa vie, il se montre au contraire très injuste. Donc la même personne est à la fois juste et injuste. Et donc, ce que Platon estime, c'est que cette personne-là n'est pas la seule chose qu'il y a une justice qui, elle, n'est pas tantôt juste, tantôt injuste. Et en fait, tout simplement, c'est autre chose que ce qu'il représente, que ce qu'il dit, ce qu'il est, sa réalité, elle est non verbale, elle n'est pas dans son comportement, dans ces choses-là, elle est dans ce qui le constitue. Chaque être humain est constitué de particules élémentaires qui constituent tout l'univers, qui constituent les mêmes choses que l'univers, tout ce qu'on voit. On est constitué de ça, on est constitué du divin en somme. Et c'est ça qui est notre réalité. Et le reste, on le voit, tout est changeant. On pense que, moi je vais dire, je sors j'étais avec un gars l'autre jour, il était en t-shirt, moi j'étais en veste, j'ai dit, mais il fait super froid, il faisait, je sais pas, peut-être moins de degrés. Pour lui, il le voyait pas comme ça. Voilà, donc cette réalité dont on parle, elle est complètement subjective. C'est de la construction. C'est ça le truc, c'est que pour nous, voilà, on dit ça, c'est un arbre, par exemple, c'est un chêne, voilà. Mais pour les animaux qui tournent autour de ce chêne ou qui sont à l'intérieur de ce chêne, c'est pas un chêne. Pour un primate naturel, c'est pas un chêne, c'est autre chose. C'est pour lui, sa représentation, c'est une autre chose que ça. Donc, le terme chêne, l'idée de chêne, tout ce qu'on a construit avec, en disant que c'était un chêne, depuis notre enfance, on nous apprend que ça, c'est un arbre, ça, c'est une voiture, ça, c'est un pylône, ça, c'est etc., etc. Ça n'a rien à voir. Voilà, on dit, moi, je suis européen, un autre sera chinois, un autre africain, un autre américain, pour les acariens qui nous squattent les narines et le reste, on est ni homme ni rien du tout, on est autre chose. Pour eux, voilà, ça n'existe plus cette chose-là. Donc c'est ça l'illusion en fait. Et c'est pour ça que la seule vérité, elle est
dans l'essence des choses. Et cette essence, on ne la touche qu'à travers l'extase. Que quand on est en extase, on est au contact de ça. C'est pas un contact intellectuel, on est au contact fusionnel avec les particules élémentaires, avec la réalité. On est dans la réalité. On incarne la réalité dans l'extase. Et donc, évidemment, quand on vit, on est entouré de gens, on est entouré de choses, et donc on croit que c'est ça ce qui est le plus. Mais en fait, Platon dit non, ça c'est pas, parce que tantôt c'est juste, tantôt c'est injuste. Alors que pour lui c'est permanent, le réel c'est le permanent. Le réel c'est le plus déterminé. Et ce qui est le plus déterminé, c'est les choses qui sont pas tantôt quelque chose, tantôt autre, mais qui sont toujours égales à elles-mêmes. Donc ce sont les idées. Ce sont les idées. Donc voilà. Le monde dans lequel nous vivons en chair et en os dans ce studio n'est qu'une apparence. Alors c'est une apparence. Alors ça veut pas dire que ça n'a aucune consistance, hein, ça a une consistance. Mais ce dont nous sommes les supports la vérité n'est pas aussi là. déterminé que les prédicats eux-mêmes. C'est-à-dire. Et on voit à quel point c'est difficile pour ceux qui sont accrochés, mais pour l'humanité en fait, on est tous accrochés à cette vie. On est accrochés par nos instincts, par notre résistance à la mort, par tout un tas de choses. On a besoin de croire à la solidité des choses, à la réalité des choses. C'est tout à fait normal. Et pour Adèle Van Breit, elle voit à quel point c'est compliqué. Pourtant, elle le saisit intellectuellement. Mais après, pour aller incarner cette chose-là, c'est compliqué. Eux-mêmes, c'est-à-dire que bien sûr nous parlons, nous avons des chairs et des os, et il n'est pas question de nier ça. Mais par contre, il est question de nier que ce soit la seule chose qui soit. Ce qui est réellement, c'est la capacité de penser les idées, hein, comme ils les appellent. C'est pourquoi l'illusion, et c'est une illusion nécessaire. D'après ma théorie, je dis le monde est une illusion telle qu'il se présente à nous dans la conscience ordinaire, pas dans la conscience extatique. Dans la conscience ordinaire, dans notre état de conscience ordinaire, le monde c'est une illusion, mais on doit croire à cette illusion. On doit croire que tout est réel, que c'est comme ça, que tout est constitué de ça, que ça c'est un ordinateur, que ça c'est un pull, que c'est des lunettes, etc., que c'est un nez, que c'est voilà. Mais la réalité c'est autre chose. Mais il faut accepter cette illusion. Qui, elles, ne sont pas tantôt une chose, tantôt une autre. Ce que nous sommes en train de faire dans notre discussion. Ce que nous essayons. Il y a deux niveaux différents dans notre réalité là. Voilà. Alors justement, l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui et qu'on se donne ensemble, c'est la possibilité. Et là, Platon le dit tout à fait, c'est le dialogue qui permet justement de poser des questions et d'y répondre, un mouvement qui permet de dépasser cette idée un peu abétissante que ce qui nous apparaît est le réel. Hein. Et en parlant, en mobilisant notre âme d'une certaine manière, on est capable de dépasser cette apparence et de poser des idées. Par exemple, qu'est-ce qu'une éducation, hein, au lieu de s'éduquer ou d'être dans ce moment-là, on se demande qu'est-ce que c'est une éducation, on pose des questions et on essaie d'y répondre. Alors c'est pas garanti qu'on arrive à le déterminer, mais c'est l'idée en tout cas, qu'on puisse déterminer plus précisément ce que c'est une éducation. Peut-on dire au sujet de Platon qu'il pratique la censure dans l'éducation quand il raye des passages de l'Odyssée d'Homère? Est-ce que c'est une censure? Oui, on peut le dire. On peut le dire, c'est une censure, mais une censure qui est justifiée pour les raisons qu'on a données. C'est-à-dire pour faire en sorte que... voilà, la censure dont elle parle, c'est la censure comme on la rejette ici, comme on va dire le monde communiste, le monde des dictatures, ils font des censures, etc. On le voit de façon tout à fait négative. Et donc elle a une vision complètement occidentalocentrique de ce dont parle Platon. Et une vision classique, on va dire, par rapport à si on le regarde tel qu'on considère le monde aujourd'hui de façon ordinaire, on peut que contester les propositions de Platon en disant il repousse les mythes, il repousse Homère, tout ce qui est les écrits d'Homère, mais il veut les interdire en somme, donc c'est un dictateur. Et évidemment, ça correspond à cette chose-là. S'il vivait aujourd'hui, il parlerait peut-être d'une autre manière. Il dirait, voilà, moi je vous conseille d'écarter ces choses-là parce que voilà pourquoi, etc. Et puis, ça serait une autre façon. Là, il est dans un autre truc. Mais
ça sert un peu à démolir du Platon. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, on le voit de ceux qui veulent démolir Socrate, ceux qui veulent démolir la morale, ceux qui veulent démolir la rigueur de cette réflexion de Platon, ou qui veulent le dégrader, en dégrader l'image en disant bon c'est un peu huluberlu, le fait de penser au monde des idées, etc. Tout ça, c'est un peu dégradant et je suis pas d'accord avec ça. Que l'éducation des gardiens ne soit pas complètement, qu'elle soit contrôlée et qu'elle nous conduise à ce résultat qui est un mélange d'ardeur qui n'est pas violente ni brutale et un mélange de douceur qui permet d'apprendre. Et donc il a l'impression que c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à ce résultat en prémunissant les gardiens de se confronter à des mauvais exemples. Quelle différence, par exemple, entre la censure que pratique Platon et la censure qui a lieu là, il y a quelques jours, dans le Tennessee, une école a voté l'interdiction, le bannissement du roman graphique de Art Spiegelman, Maus, justement, sous le prétexte que celui-ci contiendrait des mots vulgaires. Écoutez la réaction d'Art Spiegelman. Je suis passé de la confusion la plus totale à la volonté d'être tolérant envers ces gens qui ne sont peut-être pas des nazis, peut-être, parce qu'en lisant le rapport du comité, je me suis aperçu que c'était encore plus idiot que ça. Ils se sont vraiment focalisés sur certains mots qui sont dans le livre, comme merde. Je peux pas croire que le mot merde les pousse à bannir le livre de l'école. C'est terrifiant de se dire qu'un livre qui raconte l'Holocauste, comme c'est le cas de ce roman graphique d'Art Spiegelman, puisse être aujourd'hui censuré par une école aux États-Unis. C'est tout aussi terrifiant, n'est-ce pas, Nicolas Sachs, de se dire que Platon va censurer des passages de Homère parce que ça ne correspond pas à l'idée qui se fait de l'éducation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Pas du tout. Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez terrible. Mais ça montre quand même l'acuité l'intuition de Platon, que aujourd'hui que loin d'être un texte qui n'a pas d'actualité, ça en a beaucoup, qu'on continue à se poser les questions de savoir comment éduquer nos enfants, comment faire en sorte d'avoir une société qui n'est pas sous l'emprise de la violence et des vices. Alors évidemment, ça nous paraît un peu fou aujourd'hui d'opérer ces censures. Et il y aurait sans doute un moyen terme à trouver entre une censure pure et dure et une capacité d'expliquer certaines dimensions d'œuvres d'art qui pourraient paraître problématiques. C'est le même problème qui apparaît dans la question, par exemple, rétrospective du racisme dans certaines œuvres. Donc c'est loin d'être une question complètement réglée en réalité. Et on peut comprendre l'intuition qu'il y a derrière cette idée de vouloir prémunir la jeunesse contre ces vices. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres moyens. Il y a des moyens, par exemple, d'expliquer ou de remettre en contexte certains événements. Alors la différence aussi, c'est que tout de même que dans le cas d'Art Spiegelman, il présente un fait historique. Donc le fait historique. Oui, mais là, il n'est pas contesté parce qu'il parle de l'Holocauste, mais parce que de la façon qu'il a d'en parler et d'avoir recours à des gros mots. Il dit merde. Oui. Mais... Donc, on est d'accord. Je peux pas défendre cette idée-là. Mais par contre, ce que je peux défendre, c'est l'idée qu'il s'agit d'encadrer la présentation du roman du roman graphique d'Art Spiegelman quand on le présente à des élèves, parce que c'est quand même loin d'être quelque chose qui va de soi. Et c'est vrai que je sais pas à quel âge avaient les enfants qui étaient censés lire ce livre, mais s'ils étaient des jeunes enfants, ça peut avoir une dimension traumatisante. De dire merde. Non, pas de dire merde, mais... de parler de l'Holocauste, oui, mais ça, mais c'est pas le critère au nom duquel il a été banni, justement, c'est bien ça le problème. Non, mais je suis d'accord. Simplement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a certaines réalités qu'il s'agit d'encadrer quand on les présente à la jeunesse. Et bien sûr, là, c'est complètement... Enfin, c'est absurde de mettre en parallèle ces deux choses. Ça, là, on a affaire à des bourrins qui vont, voilà, c'est l'excès l'excès du wokisme qui va faire quelque chose qui est contre-productif à bloc. Mais bon, voilà, on peut pas éviter ce genre de choses. Il y a toujours ces excès qui sont là derrière les évolutions. Le wokisme, c'est une évolution majeure, et les excès du wokisme, c'est les conséquences
de ça. Vraiment? Non, il le dit pas vraiment. Non, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça qui est problématique. Non, mais il s'agit pas de défendre cette idée. Hein. Platon va trop loin. Il se trompe, à mon avis, comme on l'a dit sur la question de la mimésis, qui, comme vous l'avez bien expliqué, est une dimension intrinsèque de la nature humaine. Néanmoins, on voit, et c'est très intéressant. Il se trompe et c'est pas encore complètement analysé. On ne sait pas si vraiment on comprend pas l'impact complètement de des valeurs qui nous sont proposées par la société, ce qu'elles peuvent modifier, ce qu'elles amènent d'inconfort à une société, de violence à une société, de mal-vivre à une société, d'abus d'autrui à une société. On peut pas savoir exactement. C'est pas quelque chose qui est, moi, à mon sens, les valeurs du néolibéralisme ont vraiment relaté, nous ont désolidarisés, par exemple, nous ont légalisé l'abus d'autrui pour s'affirmer complètement, le narcissisme, etc. Bon, voilà, mais c'est que des termes. On n'a pas. Là, il faudrait faire une analyse vraiment pointue pour on voit, et c'est très intéressant de voir, que cette idée antimimétique est restée avec nous jusqu'à aujourd'hui et continuera d'ailleurs chaque polémique à y rester. Donc c'est intéressant de voir d'où ça vient et de voir la conception de la mimésis derrière cette idée. Deuxième temps de ce livre 3, voilà qui ne va pas arranger son cas. Platon ne semble pas. Il défend le mensonge dans l'éducation, mais surtout en politique, mais pas n'importe quel mensonge, qu'il appelle le noble mensonge. Écoutez. Quels moyens seraient à notre disposition pour persuader de la noblesse d'un certain mensonge, d'abord les gouvernants eux-mêmes, et, si ce n'est pas possible, le reste de la cité? Quel mensonge, demande-t-il. J'entreprendrai en premier lieu de persuader les gouvernants eux-mêmes et les hommes de guerre, ensuite le reste de la cité, que tout ce dont nous les avons nourris et formés, tout cela étaient pour ainsi dire comme des rêveries dont ils font l'expérience lorsqu'elles se présentent à eux. En réalité, ils étaient alors modelés dans le sein de la terre et élevés, eux, leurs armes et tout leur équipement en cours de fabrication. Quand ils furent entièrement confectionnés, la terre, qui est leur mère, les a mis au monde. Et maintenant, ils doivent considérer cette contrée où ils se trouvent comme leur mère et leur nourrice, et la défendre si on l'attaque, et réfléchir au fait que les autres citoyens sont comme leurs frères, sortis eux aussi du sein de la terre. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Alors, c'est là où on voit. Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. Platon parle de mentir, du mensonge qui est de croire à l'illusion que ce monde, voilà, c'est le mensonge de la légitime, en somme. Voilà, on doit croire à cette illusion, on doit le transmettre, on doit dire ça, on doit jouer le jeu de ça, et donc c'est un mensonge général. C'est une chose. Après, la mise en parallèle avec le reste, avec cet homme politique qui va les yeux dans les yeux pouvoir, eh ben ça correspond bien aux qualités qui sont en même temps les défauts des hommes politiques. Ce narcissisme, cette capacité à mentir à ne pas rougir, cette capacité à avoir développé des techniques pour pouvoir manipuler, etc. Tout ça, c'est une horreur, hein, en réalité, pour la société, pour eux-mêmes, parce qu'ils sortent de ça, ils sont pas capables de faire de mea culpa, ils sont pas capables alors que ça veut dire qu'ils ont pas compris le peuple, parce que le peuple, il est ultra tolérant. Quand
celui qui devait devenir président, qui se présentait pour aller à la présidence, s'est fait attraper dans un hôtel à New York, à abuser une femme. Au lieu d'avoir l'aptitude au mea culpa, son narcissisme, le fait qu'il soit construit avec cette carapace qui lui sert à devenir un homme politique, hein, parce que c'est presque une obligation. On construit des carapaces. Ils viennent très certainement à 18 ans dans la sensibilité, dans voilà, ils ont de la naïveté et l'intérêt de la nation, du peuple, etc., avec toutes les belles idées généreuses de l'engagement politique. Et puis, à force de prendre des coups, des trucs, ils vont construire ces carapaces qui vont les isoler complètement d'eux-mêmes, de tout, en fait. Et c'est une catastrophe pour eux et pour le peuple. Parce qu'en réalité, il comprend pas le peuple quand il abuse comme ça et il vient et il dit j'ai fait une erreur, j'ai commis un crime, j'aurais pas dû, mes pulsions m'ont poussé à être comme ça. C'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps dans l'existence. Je veux me soigner. J'ai pris conscience de ce que c'était, j'ai compris, etc. Je demande pardon à la société, je demande pardon à l'humanité, je demande pardon à cette femme, etc., etc. Mais le peuple aurait applaudi dès demain. Le peuple aurait dit, il n'y a pas de problème. Cahuzac, il serait arrivé en disant, oui, c'est vrai, il y a cette chose-là. Je vais pas le justifier. Il pouvait le justifier. C'était même pas, je sais pas si c'était lui qui avait fait ces choses-là ou si c'était il avait un conte qui était traditionnel, qui appartenait à sa famille ou j'en sais rien. Bon, bref. Il peut arriver, il peut dire oui, là, c'est quelque chose et je donne la plus mauvaise image de ce qu'il faut, puisque je suis justement chargé de donner l'image positive des hommes politiques pour que par mimétisme, le peuple se conforme à l'idée. J'ai trahi même le général de Gaulle qui avait compris ces choses-là, qu'il fallait se comporter le plus éthiquement possible pour être comment on dit, pour être enviable, pour qu'on puisse le regarder comme un exemple. Voilà, pour être un exemple. Il aurait fait ça, mais le peuple aurait accepté tout à fait. Ils ne sont pas capables de comprendre ça, ces hommes politiques. Et parce qu'ils ont été construits avec ces carapaces d'oignons qui les empêchent d'aller vers cette chose-là. Et en plus, les médias qui sont liés à ça, qui sont dans ce même narcissisme, ils vont dire ouais, c'est de la faiblesse à celui qui va vouloir accepter ça et de faire son mea culpa. Ils vont le prendre pour un minable, quoi, en fait. C'est pas un dur. Et à un certain moment, les médias, ils stimulaient quasiment les hommes politiques en disant bon, on ne trahit pas sa famille, quelqu'un de sa famille, on le défend, quoi qu'il fasse, même s'il etc. Donc, il y a le système dominant actuel, oligarchie politique, médias, sont complètement blindés dans ce narcissisme et c'est un problème majeur, quoi. Parce que le peuple est en dessous et il souffre de ces saletés, de ce narcissisme. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire et j'ai donc décidé de démissionner de ce mandat. Nicolas Sachs, lorsque Platon justifie l'utilisation du mensonge en politique, irait-il jusqu'à justifier ou donner raison au mensonge de Jérôme Cahuzac, qui lui a coûté très cher à l'époque, vous l'avez entendu, il a dû quitter ses fonctions? Alors, c'est l'impression que ce texte donne en première lecture et qu'il a donné au cours de l'histoire de la philosophie. On a vu dans ce texte une justification, disons, de l'idéologie au cœur même de la politique et de la possibilité pour les politiciens de mentir. Aussi bien parce qu'à ce moment-là, il serait proche des sophistes que Socrate et Platon combattent à bloc.
de mentir, aussi bien qu'un auteur comme Léo Strauss, par exemple, a utilisé ce texte comme une sorte de modèle, disons, politique pour faire en sorte que les gouvernants puissent justifier leurs actes par des mensonges. Ça a mené d'ailleurs, autre exemple contemporain, au fameux mensonge des armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak. Et d'autres auteurs ont vu dans ce texte un autre type d'idéologie, notamment l'idéologie patriarcale, qui dénierait aux femmes la capacité d'engendrer et qui transférerait ça à la terre dont seraient nés tous les gardiens, puisque c'est ça le mythe, c'est que les gardiens sont censés naître d'une terre unique dont ils seraient tous originaires et qui expliquerait qu'ils sont tous frères les uns des autres et que comme ils sont tous frères les uns des autres, ils doivent défendre la cité. Bon, sauf que pour Platon, tout le monde est né, même le peuple, je pense. C'est peut-être pas précisé, mais à mon sens, c'est inclus dans la pensée de Platon. C'est la première lecture qu'on peut en avoir. Mais il faut quand même noter que Platon appelle ça le noble mensonge. Noble mensonge. Or, cette lecture-là, c'est pas un très beau mensonge, c'est plutôt un mensonge ignoble. Donc, on a l'impression que Platon se contredit. D'autant plus que plus tard dans le texte, il va définir l'amour de la vérité comme un trait caractéristique de la philosophie. Donc je pense qu'il faut chercher une autre lecture. Donc si je vous comprends bien, le mensonge, c'est de raconter aux gardiens qu'ils naissent tous de la même terre. Alors, en première lecture, c'est ça qu'on a l'impression. Mais en fait, oui, peut-être voilà l'aristocratie en somme. On sait que Platon était plus ou moins aristocrate et donc peut-être que c'était cette chose-là pour distinguer les choses, mais c'est un mensonge en fait. Il est conscient que c'est pas la réalité, mais pour les bénéfices du travail, en somme, eh ben, on fait des hiérarchies. On va dire celui-là est meilleur que lui, celui-là est supérieur à celui-là, etc., etc. Dans la réalité, on est tous égaux dans la construction de l'humanité. On travaille tous à 100%, on donne tous la même chose, c'est-à-dire l'entièreté de notre existence. Entre le jour où nous apparaissons sur la Terre et le jour où nous en sortons, on a donné la totalité de notre vie, qu'on la donne pendant 15 ans ou pendant 100 ans, c'est la même chose, on a donné la totalité, donc on est égaux, et on a donné tous nos actes, par le bien, par le mal, et on est tous avec des actes, on n'est pas des saints, on fait tous des erreurs, des choses belles, des choses pas belles. Voilà, donc on donne tous la même chose à l'humanité, on est égaux, mais pour ce bénéfice de la construction, on doit faire croire. Je pense que l'impression se dissipe quand on se rend compte que ce dont on est, les choses qui naissent de la Terre, c'est pas des bébés, mais c'est des hommes adultes. Il dit bien, ce sont des hommes casqués et armés, des hommes adultes. Et donc c'est pas ce qui se passe, ce que Platon dit, c'est pas qu'on est biologiquement de la Terre, voilà, mais qu'on est sous la Terre, que le moment où on est sous la Terre. Et ça, pour Platon, c'est pas un mensonge, puisque comme le dit le mythe de la caverne, c'est ça qui est notre condition, c'est de naître sous la Terre, au cœur de la caverne. Et donc, à mon avis, le mythe ici en question, le noble mensonge, n'est pas vraiment un mensonge. C'est un mythe, une histoire qui nous conduit vers une vérité. La vérité étant que quand nous naissons dans une caverne sous la terre. Oui, mais alors là, il faut s'entendre sur les mots. On parle de mensonge ou on parle de mythe? Alors, justement... Est-ce que tout mythe est un mensonge? Parce que ça n'a plus rien à voir avec le mensonge de Cahuzac. Cahuzac, c'est une autre explication, c'est un autre truc. Platon n'aurait pas accepté, il aurait critiqué, il se serait opposé à ce genre de mensonge qui n'a rien de transcendant, quoi. C'est un mensonge, parce que Platon, il y a beaucoup recours au mythe. Oui, alors il a beaucoup recours au mythe, et je pense que tout mythe n'est pas un mensonge. Et que une lecture possible, en tout cas, qui est... C'est le mensonge des enfants, donc ces gens-là, c'est pour ça qu'ils sont coincés dans le narcissisme, parce ils agissent comme un enfant qui vient de manger de la confiture, on lui dit c'est toi, non c'est pas moi, voilà, qui va dire tout, il va... épiloguer, donc ils sont coincés dans cet âge-là, dans cet âge qui est plus charitable pour Platon, c'est de considérer que le mythe dont il est question ici n'est pas un mythe idéologique, mais
une histoire qui nous permet d'atteindre à une vérité. Et que cette vérité est que quand on est, biologiquement, on est sous la terre. C'est-à-dire enfermé dans une caverne, comme vous le verrez au livre 7, qui est le fameux mythe de la caverne. Et donc, moi, l'impression que ça me donne, ce texte, c'est que c'est plutôt une histoire qui justifie une vérité qui est que nous naissons sous la terre et que le processus de l'éducation est un processus de seconde naissance qui nous permet de sortir de cette caverne et de sortir de la terre. Et donc c'est ça que Platon dit, c'est que quand on a 18-19 ans, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien on est capable de sortir de la terre, qui est notre patrie et donc qui justifie notre fraternité ou notre sororité, et qui fait que notre éducation, c'est cette sortie-là. Dans ce cadre-là, le fameux mythe des métaux, parce que en fait cette justification d'être nés tous de la même terre va justifier qu'on est fait chacun de métaux différents, soit d'or, soit d'argent, soit de fer et de bronze. Et donc cet or, cet argent et de fer et bronze correspondent aux classes qu'on a distinguées tout à l'heure. Mais ça correspond aux classes, mais ça correspond aux personnalités qui vont se développer. Les Grecs savaient très bien que dans les groupes, il y avait ceux qui allaient devenir des sortes de héros, ceux qui avaient le courage, ceux qui étaient des suiveurs, etc., etc. Donc tout ça, c'était bien compris dans le truc. C'était pas figé en réalité. Qu'on a distingué tout à l'heure. L'or aux gardiens, aux dirigeants, l'argent aux auxiliaires et le fer et le bronze aux producteurs. Et donc on a l'impression que si on s'en tient à une lecture biologique du mythe, on a l'impression que Platon dit on est tous inégaux en réalité. Mais la lecture que je propose est un peu différente. C'est qu'on est tous enfermés dans une caverne et que le processus d'éducation va nous permettre de sortir de cette caverne et va être le révélateur du métal dont on est fait. Voilà, donc c'est exactement le métal, ce que je dirais qu'il est le résultat pense comme ça, de la manière dont la nature se révèle par le processus d'éducation. Oui, on reste quand même dans l'idée d'un déterminisme naturel dès la naissance. Non, justement. Oui, mais sauf si la naissance est telle que je l'interprète, c'est-à-dire comme la seconde naissance, c'est-à-dire la naissance à l'éducation. C'est la naissance de l'éducation, c'est la naissance qui va faire que il y a quelque chose qui va faire, on le voit dans une classe, il y a ceux qui vont parce que tout converge pour ça, ils vont devenir des leaders parce qu'ils ont la gentillesse, le truc, etc. Mais c'est des convergences totales, c'est pas génétique, c'est même s'ils le pensaient peut-être génétiquement à l'époque, mais peu importe. C'est-à-dire la naissance à l'éducation, la naissance après le processus éducatif. Donc ce serait un basculement qui permettrait de rendre le texte plus en phase avec l'idée générale de la République. C'est que la nature qu'on a, si vous voulez, n'est pas une nature... c'est une nature déterminée, mais elle se révèle par l'éducation que l'on a. Oui, c'est donc un déterminisme dont on ne prend conscience qu'à 18 ans. Oui, mais alors c'est quand même différent parce que c'est une forme d'égalité des chances, puisque ça laisse à chacun la possibilité de prouver son naturel à travers l'éducation qu'il ou elle reçoit. Oui, mais si le naturel de toute façon il est déterminé, peu importe ce que l'éducation vient nous apporter. Alors, si je suis né de bronze ou d'or, l'éducation n'y pourra rien. Elle pourra me permettre de révéler la nature de... Il vient de dire qu'on n'est pas né comme ça. Il y a ce déterminisme qui se développe après la naissance. Révéler la nature de mon métal, mais pas de le changer, pas de la changer. Non, alors ça non, on peut pas le changer. Mais par contre, ce qui est quand même très fort, c'est que Platon le dit clairement, la nature du métal dont nous sommes faits résulte de l'infusion de ce passage sous terre. Donc c'est vrai qu'on l'a au début, mais c'est aussi parce qu'on passe du temps dans la caverne et qu'on est infusé par les métaux qui... Donc c'est plus que de la nature biologique, c'est une sorte de caractère, là, de rencontre entre l'inné et de l'acquis. Exactement. Ça. Je pense que c'est exactement ça. On rencontre entre l'inné et de l'acquis, qui fait que en fait l'inné se révèle à travers l'acquisition. Et surtout, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que Platon le dit très clairement. D'une intelligence très clairement inouïe. C'est d'une intelligence inouïe parce qu'on est de ça. On a un inné, on a un acquis. Ça, c'est clair que on est construit avec ces deux choses. Donc, une pure réalité. Le métal dont est fait un enfant n'est pas nécessairement le même métal que son père ou sa mère. Alors, et ça, c'est quand même très incroyable. Fort contre l'idéologie grecque en général. Et donc, même s'il y a une forme de naturel, ce naturel n'est pas prédéterminé, en tout cas pas nécessairement prédéterminé par le métal dont sont faits nos parents. Il a compris toute la génétique, si tout on le se principe trompe et qu'on assigne une personne à une mauvaise classe, c'est ça qui va ruiner la cité. C'est donc, alors
C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit, Platon. Platon, en fait, donne un pouvoir très fort à l'éducation, comme révélateur du naturel, plutôt qu'un privilège, par exemple, de nos parents ou un privilège héréditaire. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Et on note aussi que le texte peut aussi donner tort à une certaine interprétation sociologique déterministe, justement, de dire que les enfants de tels parents reproduiront les mêmes normes sociales. Et Platon semble au contraire penser la possibilité d'un affranchissement de ce déterminisme-là. Mais parce qu'on le constate. Pour le dire clairement, des parents de fer peuvent avoir un enfant en or, disons. Tout à fait. Et en plus, bien sûr, et inversement, on le voit. Il y a des enfants qui naissent dans des milieux où tous les prédestinent à être dans la politique, dans le business, dans n'importe quoi, et qui se retrouvent à être toxicomanes ou j'en sais rien, qui passent à côté, qui grillent le patrimoine et qui s'intéressent pas du tout à ça, et inversement. Voilà, donc c'est là où Platon, c'est quelqu'un qui regarde l'humanité, qui regarde la société, et qui a, avec Socrate, avec tout ce groupe de penseurs là qui étaient là autour de Socrate, c'était de l'ébullition à 100%. Donc Platon, c'est celui qui a récolté toutes ces intelligences qui étaient là, et en mettant en plus la sienne qui est inouïe derrière. Tout à fait. Et en plus, il y a quelque chose d'assez radical, puisque les parents ne sauront même pas qui sont leurs enfants, et les enfants ne sauront pas qui sont leurs parents, selon l'organisation sociale. Oui, alors ça, on verra ça demain. Ça, c'est vraiment incroyable, ça. Mais alors, bon. Tout à fait, ouais. Quand même, Nicolas Sachs, oui. il y a quand même quelque chose de non seulement, bon, elle le mensonge veut casser du est justifié, Platon. il est appelé de ses voeux. C'est-à-dire que c'est comme si Platon nous disait là, qu'en politique, parce que c'est ça dont il s'agit, il y a quand même l'idée que le mensonge est le bienvenu, qu'il est nécessaire, le mensonge, le récit autour de l'origine est nécessaire pour que la société tienne bon, et que la nature même de ce mensonge importe peu, tant ce sont ses effets qui comptent, et qu'au fond, il n'y a... Voilà, donc il est nécessaire autour de l'origine, donc autour de l'origine du fait de dire lui est plus fort que l'autre, lui est plus rapide que l'autre, lui est plus intelligent que celui-là, etc., etc. Tout ça, c'est des faussetés, parce que l'intelligence, elle est à de multiples trucs, et puis c'est que des stéréotypes. Mais c'est nécessaire pour construire l'humanité, pour la conduire à sa perfection. On est obligé de jouer ce jeu-là. Et qu'au fond, il n'y a pas peut-être de cité ça sera la plus longue vidéo, celle-là. 47 et en minutes paix, déjà. S'il n'y a pas ce récit des origines qui vient distribuer une place à chacun. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'objectif principal, c'est de créer la solidarité, la fraternité entre les citoyens, et aussi l'acceptation d'une place dans la société. Donc c'est clair que l'objectif, c'est celui-là. L'objectif, c'est que les trois classes soient solidaires. Les dominants, c'est-à-dire les élites politiques, etc., les gardiens, les soldats, les forces de l'ordre, etc., le peuple qui travaille, qu'il y ait cette fraternité. Et c'est ça qui est rompu là actuellement. C'est ça qui est le problème de notre société. C'est qu'il n'y a plus cet amour qui doit être là. Et Platon, donc, à son époque, c'était ce qui se passait très certainement. Et donc, il venait contester cette façon de vivre. C'est pour ça qu'il disait la société est malade. Notre société est malade. Voilà ce qu'il faut faire pour la soigner. Il faut éduquer les gardiens, et il faut les éduquer. C'est eux qui sont le centre, la base du système, etc. Et il faut qu'ils aient cette vision de l'ensemble, etc. Et que tous aient cette fraternité en somme. C'est celui-là. Mais comme j'ai dit, c'est un mensonge dans une certaine mesure, mais si on accepte le fait que le mythe de la caverne qui nous dit qu'on est bien sous la terre, c'est un mensonge quand même pas complet, puisque c'est quand même le cas qu'on est tous... Alors, on est tous, bien sûr, biologiquement, mais on est tous dans une caverne. Hein, c'est le monde des apparences dont on parlait plus tôt dans l'émission. Mm-hmm. Et comme on est tous dans cette caverne, peut-être que c'est ça que le mythe veut dire. Le mythe veut dire qu'on est entouré d'idéologies,
Donc, ce serait une histoire qui nous dirait que nous sommes nés parmi les idéologies et que l'éducation sert à nous défaire de cette idéologie. Donc, j'aurais tendance à dire que si l'objectif est bien celui de créer la fraternité, si on insiste sur la dimension éducative du mythe, c'est moins un véritable mensonge qu'un mythe qui nous conduit vers la vérité de notre condition initiale. Et est-ce que ce faisant, dernier point sur ce point, Platon ne reproduit pas ce qu'il a reproché aux poètes précédemment, à savoir l'utilisation d'une image ou d'un mythe pour parvenir à la vérité? Alors oui, ça c'est un reproche classique qu'on lui fait, de moins depuis Proclus, de dire que si on devait... Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, parce que je suis allé loin déjà. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci de votre écoute, de votre tolérance. Je suis dans l'exaltation et dans beaucoup d'autres choses en ce moment, donc je manque un peu de savoir-vivre, de parler gentiment, etc. Je suis désolé, mais c'est un peu mon esprit qui est coincé là-dedans. Voilà, merci à vous.